Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici le chapitre 3 de la série de vidéos sur la programmation orientée objet. Aujourd'hui, je vais vous parler des concepts que vous voyez ici à l'affichage. Constructeur, destructeur, méthode globale. Nous allons, comme d'habitude, expliquer un petit peu théoriquement à quoi ça sert et puis comment les utiliser. Alors c'est parti. Bien évidemment, je vous donnerai le projet des codes sources sous forme de PDF, donc après la publication de la vidéo, en premier commentaire, pour que puissiez éventuellement reproduire le projet entièrement. Alors, on commence par le premier concept, constructeur. Alors, c'est quoi et à quoi ça sert? Ben, je vous pose une question. Je vous dis, si lorsque vous faites la création d'un objet à partir d'une classe, vous avez besoin d'exécuter automatiquement un code, sachant que la création d'un objet peut se faire dans une application, dans plusieurs applications, ou par plusieurs développeurs à partir de votre classe unique. Si vous voulez que quelque chose s'exécute automatiquement, WinDev va mettre à votre disposition dans le fichier de la classe, donc les différentes sections. Vous voyez ici en bas, les sections de code sont souvent en jaune. Ici, dans la classe, il y aura une section de code qui s'appelle constructeur. En réalité, c'est une méthode, WinDev il appelle toujours les méthodes procédures, c'est une méthode qui porte ce nom constructeur. On ne peut pas changer son nom. Je ne peux pas l'appeler ajouter, modifier, déplacer. Et le code que vous mettez ici va s'exécuter à chaque fois vous allez créer ou quelqu'un d'autre à partir de votre classe va créer un objet. Donc pour ça, on va bien sûr faire un exemple concret. Alors, je prends d'abord quelques exemples dans lesquels on peut utiliser les constructeurs. En rouge, par exemple, dans un site web, à chaque fois qu'une personne visite le site web, on a envie d'afficher en haut à droite le nombre de visiteurs actuellement en train de visiter le site. Ben, par exemple, à chaque fois qu'il y a un visiteur qui se connecte, donc il y aura un objet, par exemple, visiteur, ben, cet objet visiteur, et chaque fois qu'il est créé par le code, on va rajouter par programmation quelque part plus 1. Donc, c'est le code constructeur qui va exécuter automatiquement cette augmentation de nombre de visiteurs à afficher sur la page courante. Deuxième exemple en noir, dans une application de shopping, donc il y a des produits à vendre, le visiteur, l'internaute se balade, et à un moment donné, un produit lui plaît, il va cliquer sur ajouter au panier, et imaginez qu'il y a une classe qui s'appelle produit choisi, et donc le développeur, il a prévu, une fois qu'on clique sur ajouter au panier, de créer un objet produit choisi, et avec les informations des produits que l'internaute veut acheter. Et à ce moment-là, le constructeur de cette classe peut contenir un code qui dit bah, le produit coûte 37 euros, je vais calculer la somme du panier de nouveau pour lui rajouter cette nouvelle somme et afficher la somme totale actuellement des produits mis dans le panier. En vert, troisième exemple, dans un jeu vidéo. Par exemple, j'ai un personnage de jeu vidéo. C'est un petit peu ce qu'on va utiliser dans nos exemples de WinDev aujourd'hui. Ben, dès qu'on crée un objet personnage, on a envie d'afficher ce personnage avec une animation, il bouge, il se déplace, etc., etc. Mais donc il y a plein d'applications qui utilisent cette notion de constructeur. Voilà notre exemple de codage, le premier codage qu'on va faire ici, que je vous propose en 4 étapes. Ben, d'abord, on va créer une classe à gauche qui s'appelle personnage. Dedans, je vais définir les personnages par deux informations uniquement, un ID ou ID comme on dit, et un nom. Donc un personnage, quand je crée des objets, ils auront un numéro d'identification, 1, 2, 3, 4, 5, etc. et un nom, personnage, qui aura un sens dans le jeu. Je vais créer à partir de là des propriétés. J'en ai parlé des propriétés dans le chapitre numéro 2. Je ferai à la fin de cette vidéo une révision sur les propriétés. Donc ça porte le même nom, ID, non. On verra leur utilisation. Et puis,
il y a donc dans la classe, comme je viens de le dire, il y a une section de code qui s'appelle constructeur qui est vide et ce que j'appelle en bas méthode 1, c'est des méthodes qui pourraient s'appeler réellement déplacer pour déplacer un personnage, supprimer un personnage, etc. Ce sont des méthodes que vous fabriquez vous dans la classe. Alors la première étape, c'est que je vais coder, donc créer la classe et je vais mettre du code dans le constructeur. Je reviendrai sur ce qu'on va faire constructeur. Ce qu'on souhaite faire, c'est que dans l'exemple, pour que ça soit concret pour vous, c'est qu'un développeur en étape 2 là, il va créer un objet à partir de la classe personnage. Il le fait comme vous le voyez en bas à droite. P1 est un personnage. P1, c'est le nom qu'il va donner en mémoire à l'objet. Ce qu'on aimerait bien, dès que la classe est déjà prête, dès que l'étape 2 est finie, donc parce qu'on clique sur un bouton, donc qu'est-ce qu'il va faire WinDev? Il va dire il y a du code dans la section constructeur, je vais exécuter le code automatiquement. Qu'est-ce que je vais faire dans cet exemple dans le constructeur? Dans le constructeur, je vais faire un code qui va écrire dans un fichier, donc en haut à droite, ce fichier que je vais appeler traçage objet, je vais écrire la date et l'heure et le numéro, l'ID du personnage dans un fichier. Pourquoi je fais ça? C'est parce que pour vous montrer comment ça fonctionne un constructeur, il nous faut visuellement voir que ça a marché, que le code s'est exécuté. Donc, ce fichier va garder une trace comme quoi le code du constructeur a été exécuté. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais donc passer déjà à WinDev pour faire cet exemple-là. Alors, j'ai déjà préparé un projet WinDev. Je vais fermer le tout ici. J'ai utilisé un projet WinDev Windows, donc un WinDev normal. Pourquoi d'habitude j'utilise des applications mobiles? C'est parce que pour la programmation orientée objet, elle fonctionne sur les applications donc desktop, Windows, pardon, Linux, etc. Elle fonctionne aussi sur les applications mobiles Android et iOS. Elle fonctionne dans les applications web avec le logiciel WebDev. Mais il y a des petites différences qui dépendent pas de WinDev, mais qui dépendent des systèmes d'exploitation. Et comme aujourd'hui, je vais vous montrer ce que c'est qu'un constructeur, qu'un destructeur, eh ben, si j'avais pris une application mobile Android, là, sous Android, la notion de destructeur ne marche pas. Donc c'est pour ça une raison pour laquelle je prends une application Windows. Alors qu'est-ce que j'ai fait dans cet exemple-là? Donc je lui dis que c'est une application Windows, je lui dis qu'il y a une base de données et j'ai créé un fichier. Donc je vais ouvrir la base de données ici. Et là, je vais zoomer. Vous voyez, j'ai créé un seul fichier. Ce fichier-là, je lui dis qu'il y avait un identifiant automatique. Donc, il me l'a mis donc de type automatique. J'ai créé une rubrique date création de type date, une rubrique de heure création de type heure et date suppression, heure suppression. J'en parlerai après. Donc, le but, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un objet, on remplit la date de création et l'heure de création. Je vais double-cliquer pour que vous voyez, mais je pense que c'est petit. Mais quand vous aurez le PDF, vous verrez toutes les caractéristiques de ces rubriques du fichier. Donc après, bien sûr, j'ai généré l'analyse et j'ai été mettre dans le code du projet, ici, la fameuse instruction qui crée physiquement le fichier la première fois vide. Donc quand on exécute le projet, cette instruction va voir si le fichier que je viens de vous montrer n'existe pas sur le disque ou donc dans l'application, va le créer vide. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais regarder ici le contenu de mon fichier, clic droit avec l'outil WDMap, et vous voyez ici, mon fichier il est archi vide, 0 enregistrement. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai été faire après? J'ai été créer une classe. Personnage. Cette classe, je vais donc cliquer sur les icônes en bas à gauche pour montrer l'explorateur du projet. J'étais ici dans classe, j'ai fait clic droit, nouvelle, créer une classe, comme ceci. Et cette classe, je l'ai appelée personnage au singulier parce que c'est la norme dans la programmation orientée objet d'appeler les classes au singulier et pas au pluriel. Et je lui ai donné la première lettre en majuscule, je l'ai appelée personnage. Alors, je ne fais pas OK parce que je l'ai déjà créé. Vous la voyez ici. Je vais double-cliquer dessus. Normalement, quand vous la créez, ça ouvre le code ici. Et j'ai été taper privé pour lui dire que je vais décrire un personnage de jeu vidéo par un identifiant et par un nom.
l'identifiant est un entier et le nom est une chaîne. Et j'ai préfixé devant M underscore parce que si vous avez suivi le chapitre numéro 2, on ne voudrait pas que le développeur qui va utiliser la classe pour créer des projets accède directement à ces données. On voudrait qu'il passe par ce qu'on a appelé des propriétés. Et les propriétés, WinDev va enlever le M underscore, le M tiré. Après, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mes membres ici, regardez à gauche. Je zoome un peu. Ici, dans membres, ne vous occupez pas du membre qui s'appelle nombre personnage, on reviendra dessus. J'ai MID, j'ai M nom. Mais comme c'est privé, le développeur va pas pouvoir modifier le ID, le nom. J'ai donc cliqué droit sur ça et j'ai choisi générer la propriété. Et dès que je fais ça, WinDev, il enlève le préfixe M underscore, il va créer une propriété qui s'appelle ID et j'ai laissé cocher lecture-écriture et j'ai fait OK. Là, je le fais pas parce que c'est déjà fait. Ça m'a créé dans la branche propriété. Ici, ID, on verra à quoi ça sert. Et j'ai fait la même chose sur mNom. Clic droit, générer la propriété. Il va appeler nom sans le M underscore et j'ai laissé écriture lecture. Donc ça, je reviens pas pour l'instant sur les propriétés, mais on va utiliser donc dans le code ces noms-là et plus du tout les M underscore. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai dit quoi? J'ai dit donc que j'étais voir ici dans la classe un peu plus loin et ici, normalement, quand vous créez une classe, vous avez donc une section de code qui s'appelle constructeur et qui est vide. Et là, moi, ce que je voudrais, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un dans l'application crée donc un objet personnage, je voudrais que le code du constructeur écrit dans la base de données, dans le fichier qu'on vient de voir, un enregistrement avec la date de création et l'heure de création. Alors, j'ai déjà préparé le code, je vais vous le montrer maintenant. Donc, vous venez normalement taper du code ici. Alors, j'ai dépassé un petit peu la place. Je vais commencer donc à faire le code ici. Donc, il est commenté, donc c'est pas celui-là, pardon. Je vais monter dans mon constructeur qui est tout là-haut. Voilà, le constructeur, il est ici. Je reviens là. Tac, tac, tac. Donc, le constructeur, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé simplement une écriture d'un enregistrement dans la base de données. On va regarder ça de près. Je décommente. Voilà, qu'est-ce que je fais? Donc, il y a un commentaire là-haut. J'ai préparé un enregistrement avec les rubriques à vide. On fait ça avec la fonction HRAZ du nom du fichier. J'ai rempli les rubriques qui m'intéressent, la date de création et l'heure de création du fichier. Je leur mets la date du jour par la fonction dateSystem. Je mets l'heure du jour par la fonction wlangage heure système. Et j'ajoute l'enregistrement dans le fichier. Et après, ce que je fais, je prends le fichier, il y a l'enregistrement qui est rajouté, mais il y a l'identifiant automatique qui a été généré par WinDev. J'ai pas besoin de l'alimenter. Je le récupère ici. Donc, après l'ajout, je récupère ici le ID du fichier et je le mets dans quoi? Je le mets dans le ID de l'objet qui est en mémoire. Alors, pourquoi j'ai accès au membre privé ici? J'ai accès quand le code que j'utilise, parce que regardez ici, j'ai dit que c'est privé. C'est privé, mais les codes qui existent dans la même classe que les membres, par exemple, je suis dans la classe personnage. Là, c'est la déclaration des membres, c'est-à-dire ce qui décrit le personnage. Le constructeur lui-même, il est dans la classe. Le constructeur, il peut accéder aux données ici privées. J'aurais pu mettre ID tout seul, ça marcherait aussi. Donc, c'est tout ce que je fais. Je vais voir maintenant, est-ce que ça marche ou pas. Je vais commencer d'abord par remettre en commentaire. Donc, c'est comme si j'avais pas de constructeur. Je vais maintenant créer une fenêtre. J'ai créé une fenêtre. Donc ici, créer une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, j'ai décidé qu'elle soit vierge. J'ai choisi un style. Et quand la fenêtre a été posée sur ici, j'ai ajouté un bouton par création et ici, bouton. Je lui ai donné un nom, je l'ai appelé, enfin un libellé. Le nom informatique, je l'ai appelé BTN constructeur. Et qu'est-ce que j'étais faire dans le code? Dans le code, j'ai simplement ici
On va commencer par ça. Et simplement ici, on va faire ça. Je fais P1 est un personnage, donc je crée un objet, on appelle ça donc créer un objet ou instancier la classe personnage, c'est synonyme. Et l'objet, donc je l'appelle comme une variable en mémoire P1, c'est pas le nom que je donne au personnage, le nom qui peut être un nom connu par les joueurs, non, c'est un nom de variable, donc un nom d'objet. Donc je vais tester ça simplement. Je rappelle que mon fichier actuellement il est vide, d'accord. Je vais donc tester la fenêtre ici. Je vais donc cliquer sur Go du projet. Je clique sur la fenêtre. Alors j'ai peut-être des commentaires en bas, je vais les enlever d'abord. Hop, code, parce que j'ai du code un peu en dessous. Oui, donc j'ai du code en dessous. Je l'enlève. Je vérifie que mon fichier est toujours vide. Mon fichier est toujours vide. Je reviens dans ma fenêtre, je la relance. Je la relance ici. On me dit qu'il y a déjà un test. Voilà, je clique, il se passe rien, donc je pense que le code est terminé. Je vais aller voir mon fichier ici, wlemap. On constate juste pour le plaisir que le fichier est toujours vide. Parce que le constructeur WinDev est là, il a vu que on crée un objet grâce à cette instruction-là. Il a été voir ici le constructeur il contient que des commentaires, donc il fait rien. Maintenant, je reviens dans la classe et je vais enlever dans le constructeur, vous voyez, je suis dans le constructeur, je vais enlever les commentaires. Ici, j'enlève le commentaire jusqu'ici. Alors, la souris, des fois, elle résiste. Voilà, j'enlève les commentaires ici. Je fais donc l'onglet code décommenté. Donc, ici, je sauvegarde et je recommence le test de la fenêtre. Je me mets dans la fenêtre, je fais Go du projet, je clique, il se passe rien. Alors, j'ai cliqué 2 fois, je pense. Je vais dans le projet, dans la base de données, je clique, je demande. Comme j'ai cliqué 2 fois, c'est normal, j'ai donc 2 enregistrements. Le 1 et le 2 ont été donc créés automatiquement par WinDev. Et comme les 2 objets se sont faits très rapidement à la vitesse du processeur, ils ont la même date et la même heure à peu près. Donc, ça c'est OK. Donc, je vais à chaque fois supprimer pour qu'on commence la démonstration. Donc, on voit bien ici, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que le développeur, il ne fait que créer un objet, une seule ligne. Mais derrière, dans la classe, celui qui a créé la classe, il a prévu qu'on exécute le code du constructeur automatiquement. OK. Alors, on va revenir aux explications. Donc ça, c'est le premier exemple d'utilisation du constructeur. Je continue les explications. Alors, constructeur, est-ce que ça sert à autre chose? Oui. Je vais vous montrer une autre possibilité. On peut créer autant de constructeurs qu'on veut avec des paramètres différents. Alors, à quoi ça sert? Vous allez voir techniquement comment on fait. Par exemple, quand je crée des objets personnages dans mon exemple, je peux vouloir faire des traitements différents dans le constructeur. Si j'étais dans une gestion commerciale, quand j'ai créé un client, selon les clients, je crée de la même classe, mais je veux créer des clients selon est-ce que c'est des clients particuliers, des personnes physiques, ou est-ce que c'est des clients qui sont les entreprises. Donc j'essaie de vous donner des exemples. J'ai une raison pour dire, lorsqu'on crée un objet, le constructeur, il peut vouloir faire des codes différents. Au lieu de faire un seul constructeur avec des if, des si, alors, sinon, on va le faire avec une autre notion. Et puis en noir, je dis que ça peut servir aussi à dire je veux obliger le développeur qui crée des objets de me donner des informations sur l'objet au moment où il le crée. J'attends pas après dans les lignes de code suivantes qu'il m'ajoute le nom et autre chose. Alors regardons un exemple de ça. Comment je fais ça? Donc là, j'ai un seul constructeur, il est là. Et qu'est-ce qu'il fait ce... Non, pardon, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ce constructeur? On vient de le voir. Il rajoute un enregistrement. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à WinDev de me rajouter un deuxième constructeur. Comment je fais ça? Je vais dans, ici,
ma classe, donc je développe ma classe personnage, je vais chercher constructeur ici, vous voyez en bleu, et je fais clic droit et je choisis en haut une option qui s'appelle ajouter une syntaxe. Ajouter une syntaxe, c'est la façon de WinDev de dire d'ajouter un deuxième, un troisième, un quatrième constructeur. Donc je clique sur ajouter une syntaxe et regardez maintenant ce qu'il a fait WinDev dans la bande jaune. Il me dit que là, c'est le constructeur 2 sur 2, c'est-à-dire le deuxième constructeur. Et mon premier constructeur devient constructeur 1 sur 2. Alors moi, ce que je vais faire ici, il râle. Regardez comment il râle ici. Comment, lorsqu'on va créer un objet, WinDev va distinguer ce qu'on appelle le code du premier constructeur et du deuxième. Il faut qu'ils aient une différence. Et là, il y a une parenthèse qui râle, qui est rouge. C'est parce qu'il faut passer des paramètres différents au constructeur. Là, je vais faire simplement n est une chaîne. Donc, j'ai un constructeur. Je remonte sur le constructeur 1 qui reçoit rien. Donc, on fait juste créer l'objet, mais on passe rien comme paramètre, comme information au constructeur. Et le deuxième, pour se différencier, il dit je reçois n. Dans mon exemple n, ça va être donner un nom à l'objet. Donc ici, je vais marquer donner un nom à l'objet. Et je vais faire comment? Je vais faire simplement l'objet, l'attribut privé, mais je pourrais mettre aussi ID si je veux la propriété, est égal petit n qu'on m'a donné. D'accord? Je prends donc la propriété ou m underscore. Je rappelle que m underscore ID, je peux le faire parce que ce code du constructeur, il est dans la classe. Donc, il y a un constructeur, je me répète, qui écrit dans le fichier. Le deuxième constructeur, il écrit pas dans le fichier, il donne juste un nom au à l'objet. Et lui, il reçoit une chaîne. Je sauvegarde et on va faire la démonstration. Je vais retourner dans mon fichier, je m'assure que j'ai vidé le fichier. Oui, il est vide. Je vais retourner dans ma fenêtre, dans le code du développeur qui est créé ici. Donc ici, à chaque fois que je clique, ça va recommencer. Je vais demander en plus, quand je crée un objet qui s'appelle P1, je demande d'afficher personnage, le ID du personnage et le nom du personnage. Vous savez que là, normalement, j'ai pas donné de nom avec cette... Ici, le fait que je mets pas des parenthèses après personnage, c'est que j'appelle le premier constructeur qui, lui, ne reçoit pas de paramètres. Et alors, comment je fais pour le deuxième? Le deuxième, je l'ai fait ici. Donc, je vais créer un deuxième objet. Ce deuxième objet, je vais l'appeler P2, mais la différence par rapport au premier, regardez, la ligne 2 et la ligne 6, ici, donc je simule le jeu Pac-Man où il y a un petit bonhomme sur lequel je cours des fantômes, qui est connu sur le web. Là, la différence, c'est que j'appelle le deuxième constructeur, qui lui attend une chaîne de caractères. Et qu'est-ce que je fais? Donc quand je l'appelle, lui, il met dans le nom de l'objet P2, il met Pac-Man. Alors que P1, comme j'appelle juste le premier constructeur, lui, il va écrire dans le fichier base données, mais il donne pas de nom. Alors, on va faire la démonstration et normalement, on aura P1 sans le nom et P2 parce que je fais des boîtes de dialogue avec le nom. Alors, je teste, je sauvegarde, je teste le projet. Je clique. Regardez, il me dit personnage ID 1, mais en dessous, j'aimerais bien en dessous avoir le nom. J'en ai pas parce que le premier constructeur, il ne demande pas le nom des personnages. Et j'ai une deuxième boîte de dialogue qui fait personnage 0. Alors là, il me met 0. C'est normal, c'est parce que je n'ai pas écrit dans le fichier, mais il ne me donne pas le nom. Là, j'ai peut-être un petit problème de codage. Pourquoi j'ai pas de nom ici? Je vais faire une petite débugage. Ici. Et là, pour le constructeur 2, j'affiche rien. C'est donc au moment où je mets la valeur que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais aller changer mon constructeur 2. Constructeur ici. Oui, j'ai mis ID. Donc, vous avez dit peut-être vu l'erreur quand vous regardez la vidéo. Ici, c'est le nom que je dois mettre. Je vais de nouveau refaire la démonstration en vidant mon fichier. Voilà. Il a 2 enregistrements. Je les supprime. Je vais laisser le fichier ouvert cette fois-ci. Je vais retourner dans la fenêtre. Je teste. Je clique sur... Non, on me dit personnage 1, mais je n'ai pas de nom.
et personnage de 0 parce que je n'écris pas dans la base de données, et Pac-Man, j'ai le nom. Donc voilà la démonstration comme quoi vous pouvez avoir des constructeurs différents. OK pour ça. Je vais en profiter pour vider de nouveau mon fichier. Ici, je fais rafraîchir. Donc ici rempli par un seul enregistrement parce qu'il n'y a que P1 qui est écrit. Édition, supprimer l'enregistrement. OK. Alors on va aller maintenant voir ce que c'est que la notion de destructeur. Donc ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Il y a deux sections. On peut mettre constructeur 1, constructeur 2, constructeur 3 et ainsi de suite. Je vais maintenant aller dans destructeur. C'est quoi et à quoi ça sert? Eh ben, c'est un peu le contraire du constructeur. Un destructeur, c'est un code qui peut s'exécuter au moment où l'objet va disparaître de la mémoire. Quand l'objet va disparaître, en tant que codeur, en tant que développeur, vous pouvez vouloir faire quelque chose d'automatique avant que l'objet ne disparaisse. Je rappelle d'abord une chose que j'avais citée rapidement dans le chapitre numéro 2. Quand un objet est créé dans un code, il disparaît automatiquement dès la fin de ce code. Nous, dans l'exemple qu'on vient de voir, le code, il se trouve dans le clic du bouton. Donc, le clic du bouton, il contient quelques lignes. Il crée l'objet P1, l'objet P2. Dès que le code c'est fini, qu'est-ce qu'il fait Windev? Il a supprimé l'objet P1 et l'objet P2 systématiquement, automatiquement. Donc, par un système qu'on appelle en anglais Garbage Collector, qui veut dire, grosso modo, une poubelle qui passe par là ou un camion de poubelle. En français, on a traduit ça par ramasse-miettes. Comme si, à la fin d'un repas, il faut ramasser les miettes qui traînent sur la table. Donc ça, c'est la suppression automatique. Je donne une petite information. Si dans un code qui est très long, le développeur veut libérer les objets au fur et à mesure parce qu'il sait qu'il n'en a plus besoin, il ne veut pas attendre la fin du code pour que ça soit supprimé automatiquement, il y a une fonction qui s'appelle libérer, comme le verbe libérer à l'infinitif, L-I-B-E-R-E-R, et à ce moment-là, à chaque fois qu'il fait libérer, les objets qui ont été créés au-dessus de cette fonction vont être supprimés tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire nous avec ça? Eh bien là, regardez ce que je vais faire. Donc j'étais ici. Ici, on va prendre le destructeur. Donc il y a aussi, regardez en bas, donc une section de code qui s'appelle destructeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un deuxième codage ici. Le même fichier dans lequel je rajoutais donc le code du constructeur. Là, je vais rajouter un code dans le destructeur. Alors, dans mon schéma, les flèches, elles vont vers le constructeur, mais en réalité, l'étape 3, elles vont vers le destructeur. Donc, je vais dans le destructeur, aller relire l'enregistrement qui a été créé par le constructeur. Par exemple, ici, l'exemple de l'enregistrement numéro 1, le ID 1. Je vais relire l'enregistrement et je vais écrire cette fois-ci date suppression, hors suppression, pour dire à quelle date et quelle heure il a été supprimé de la mémoire. Et nous, ça nous donne la démonstration comme quoi le code du destructeur, il se fait. Donc, le code du destructeur, il se fait avant que l'objet ne disparaisse. Et une fois que le code du destructeur est terminé, eh ben, l'objet disparaît de la mémoire. Alors, allons voir où ça se passe. Eh ben, ça, c'est les constructeurs. Ici, dans l'explorateur, vous n'avez pas à le faire. Dès que vous créez une classe, ça se crée. Regardez maintenant constructeur, j'en ai deux entre parenthèses. Le destructeur, c'est aussi ici. C'est plus facile de double-cliquer ici pour l'avoir directement. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ici? J'ai préparé aussi un code. Ici. Donc, les commentaires. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais décommenter. Qu'est-ce que je fais ici? Je relis l'enregistrement avec la fonction hli recherche. Je lis le fichier qui s'appelle traçage objet de ma base de données. Je lis avec la clé unique qui est le numéro qui a été généré automatiquement par Windev. Alors, où est-ce que je suis? J'ai perdu. Là, ici. Et je prends le ID, la propriété ID de l'objet parce que le destructeur, il est appelé pour un objet donné. Par exemple, quand l'objet P1 va disparaître, c'est le ID de l'objet P1 qui sera utilisé. Et comme moi, dans le constructeur, j'ai écrit dans la base de données et j'ai pris le numéro de l'identifiant automatique et je l'ai mis dans l'ID de l'objet. Donc, j'ai gardé le numéro de l'enregistrement dans l'objet et je m'en sers pour le destructeur. Et à ce moment-là,
Si j'arrive à le trouver, donc j'entoure le hash les recherches comme vous le savez par un si. Si je trouve, si la recherche donne ça, qu'est-ce que je fais? J'alimente la date suppression, la suppression, et je modifie l'enregistrement pour qu'il y a les suppressions qui sont notées. Alors, allons voir maintenant est-ce que ça fonctionne. Je vais voir si je peux vider. Est-ce que mon fichier est là? Est-ce que mon fichier est vide? Vous voyez là, il est vide, il n'y a ni ajout ni suppression. Ni création ni suppression. Je vais maintenant retester mon code. Je rappelle ce qu'il fait. Mon code, il crée deux objets P1, P2. Donc, normalement, je m'attends à avoir que P1 parce que P1, il écrit dans la base. P2, il n'écrit pas dans la base. Il a un ID qui égale 0. Et lui, il va pas donc, on va pas le trouver. Alors, j'exécute mon projet. Je clique. Ça, c'est les messages d'avant. Je termine ici. Je retourne voir ma base de données. Et regardez ce que j'ai maintenant. Le P1 qui appelle le constructeur numéro 1. Le constructeur numéro 1, il écrit dans la base. Il dit date création, heure création. Et quand l'objet P1 a disparu de la mémoire, à la fin du code du clic, le destructeur qui est unique, il a été créé 21:09 et l'heure du travail. Comme ça va très vite, on a l'impression que ça s'est fait à la minute près, mais en réalité, si j'avais décidé de stocker les secondes, on aurait vu une différence. Alors rappelez-vous, je n'ai pas écrit d'enregistrement dans P2 pour l'objet P2 parce que P2, il appelle le constructeur numéro 2 qui, lui, n'écrit pas dans la base de données. Je supprime de nouveau ici les enregistrements. Voilà. Alors quand il me dit ça, ok, c'est bon. Maintenant, il reste à vous expliquer le troisième concept. Méthode globale et membre global. Alors, j'ai déjà fait dans le chapitre 2, ceux qui ont suivi la vidéo de chapitre 2, je gérais les clients et j'ai fait une méthode globale qui allait chercher tous les clients dans le fichier et nous les afficher. Alors, je vous dis ici, rajoute la notion de membre global et on va réviser méthode globale. Membre global, c'est lorsqu'on définit une info sur l'objet, mais cette info, c'est pas sur un objet particulier, on veut que ça soit une info sur tous les objets qui sont en mémoire à un instant T. Comment je fais ça? Ben, il faut que je déclare cette information comme globale pour dire elle ne concerne pas que ce personnage-là, elle concerne tous les personnages qui sont actuellement en mémoire. Et la méthode globale, c'est du code. C'est plus une info, c'est un code qui concerne plusieurs objets. Donc, je peux lister les objets qui sont en mémoire, je peux supprimer plusieurs objets si je veux le faire avant la suppression automatique, je peux les déplacer en même temps, etc. Méthode globale, ça concerne aussi quelque chose, donc plusieurs objets ou tous les objets. Alors, comment je vais prendre l'exemple? D'abord, je vais vous montrer l'exemple que je veux faire. Je vais toujours me baser sur ce petit jeu simple de Pac-Man et je prévois 3 instants différents dans le jeu. L'instant T1, il y aura que l'objet, le personnage Pac-Man de créer. Et j'aimerais pouvoir afficher, dire que actuellement il y a un seul personnage en mémoire. Un peu plus tard, l'instant T2, on va rajouter un fantôme rouge. Et j'aimerais bien qu'on puisse dire actuellement il y a le fantôme numéro 2. Il y a deux personnages en mémoire, le Pac-Man et le fantôme rouge. Et un peu plus tard, à l'instant T3, dire qu'il y a 3 personnages dans le jeu actuellement, avec un fantôme en plus, fantôme bleu. Alors en bas à gauche, je vous dis ce que je veux faire. Je veux compter les objets en mémoire pour savoir est-ce que les fantômes ils ont été tous mangés, est-ce que Pac-Man a été mangé ou est-ce qu'il mange les autres, etc. Nous, on va se contenter de créer un Pac-Man, un fantôme bleu, un fantôme rouge, et au fur et à mesure, on compte combien on a et on regarde comment je peux le faire avec la programmation orientée objet. Alors, on y va. Ici, je retourne dans ma classe. Dans ma classe, c'est ici. Alors, je vais ici simplement mettre ça en commentaire. Je vais vous montrer un petit peu ceci. CTRL X.
Je vais simplement dire que je rajoute une information supplémentaire. Donc le personnage, il a un identifiant, il a un nom. Je vais rajouter, il a nombre de personnages est un entier. Et dans le constructeur, donc je laisse tomber les restes pour l'instant. Ici, donc j'ai que ça pour l'instant. Et dans le constructeur ici, chaque fois qu'on rajoute, je vais rajouter ici m underscore nombre de personnages plus plus. Donc je compte les personnages au fur et à mesure qu'on les crée. Les objets personnages, augmenter nombre personnages créés. Ok. Alors ça c'est constructeur numéro 1. Et je fais la même chose avec constructeur numéro 2. Ce qu'on l'appelle l'un, on l'appelle l'autre. Je fais la même chose ici. Ok. Je reviens dans mon projet. Dans mon projet ici, ici, ça, on a vu que ça affiche le nom. Moi, ce que je veux afficher quand on crée P1, ici, donc je vais faire différemment, pardon. Je CTRL Z. Ça, je vais les laisser comme ça. Je vais les mettre en commentaire que vous puissiez voir ce qu'on a fait avant. Donc, commenter. Et je vais donc aller plus bas pour illustrer ça. Je vais créer un objet avec le constructeur numéro 2 et je dis que c'est Pac-Man. Je l'appelle PC comme les deux lettres de Pac-Man. FB comme fantôme bleu et je donne un nom. Et je vais créer ici fantôme rouge avec un objet qui s'appelle FR. Et je vais demander ici à chaque fois. Alors je prends cette ligne-là, je la copie et je la mets ici. Je demande de voir nombre de... Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est privé. Oui, parce que je suis dans le code du développeur. Je ne peux pas accéder à cette valeur-là. J'ai oublié de faire une étape. Ici, je vais aller, une fois que j'ai créé ce nom-là, vous le voyez à gauche, qui est un membre privé, il faut que je lui crée une propriété. Je clique droit, je le sélectionne, clic droit, générer la propriété en lecture, écriture. Il va l'appeler nombre personnage. Maintenant, j'ai ici une propriété qui est publique et mon code de la fenêtre peut ici l'utiliser. Donc, je retourne dans le code pour la démonstration. Alors, P1 ici, je le mets en commentaire. Et on était en train de dire que j'utilise ici, donc la propriété qui est privée. Je veux voir, il y a combien de personnages quand je crée juste le premier Pac-Man. Je fais de la même façon. Je crée un deuxième personnage qui est le fantôme bleu. Je demande de nouveau, et maintenant, il y a combien? Mais je vais le faire avec FB. Et après, je crée aussi troisième personnage qui est le fantôme rouge. Et je le fais avec le nom de l'objet, fantôme rouge. Donc j'aurai trois petites fenêtres de dialogue qui s'affichent. D'accord, on est bien d'accord, il n'y a que ça dans le code. J'exécute mon projet. On me dit qu'il y a une erreur. Je vais aller voir où est-ce qu'il est mon erreur. Tic, 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 ici. C'est pas grave. Ça, c'est une erreur qui vient de la suite que je vais vous donner. Je lui dis, c'est pas grave, allez-y. Donc, j'exécute. Je vais continuer. Et donc là, je clique. Regardez, quand je crée Pac-Man, il me dit, actuellement, vous avez un personnage. Je fais OK. Je crée fantôme bleu, il me dit, vous avez un. Il n'a pas compté deux, il fait un. Je dis, je fais le troisième fantôme rouge, il me dit toujours un. Je l'ai fait exprès parce que là, c'est pour illustrer la notion de membre global et méthode globale. Alors, d'où vient le problème? Je vous ai préparé sur Excel un petit schéma. Donc, je vais basculer ici. Si je déclare un nombre personnage, comme je l'ai fait ici,
Première solution. Si je déclare ici pour chaque objet donc un nombre qui n'est pas global, il est juste comme ça. C'est ce que j'ai fait. Ici, rappelez-vous, je vais voir la classe et dans la classe, j'ai déclaré ici cette variable-là et avec sa propriété qui contient pas le m, comme c'est un compteur pour chaque objet. Donc à chaque fois que je crée un objet, ici, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait WinDev? Il a mis 1 ici. Et après, quand j'ai créé l'autre, il a mis aussi 1 ici. Et quand j'ai créé un troisième objet là, il a mis 1 ici. Or, moi, je veux pas qu'il crée une variable, donc un membre pour chaque objet. Je veux qu'il y ait une variable globale, comme vous le voyez en bas, qui permet d'incrémenter sans effacer. Donc, il faut que je lui dise d'une façon différente. Tu ne mets pas la variable au niveau de chaque objet, comme ici. Tu mets une variable en mémoire qui ne dépend ni de Pacman, ni de Photon bleu, ni de Photon rouge. On dit qu'on déclare un membre de façon globale. Donc, je vais changer ça. Je vais donc aller ici, ça je l'enlève parce que je l'ai prévu déjà en bas. Hop. Chaîne. Alors j'ai prévu des choses ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter quelque chose de spécial. Je vais rajouter un mot global. Ici. Vous voyez, c'est toujours privé pour les trois informations, mais cette information-là, ce membre-là, je déclare qu'il est global, car je ne veux pas qu'il me le duplique pour chaque objet créé. Maintenant, je vais supprimer la propriété que j'ai créée tout à l'heure, parce qu'il faut, comme l'objet a changé de, il n'est plus normal, il est global, donc on dit qu'il a changé de propriété, changé de portée, pardon. Je vais supprimer la propriété qui s'appelle non personnage, je la supprime et je la recrée. Maintenant, quand je vais aller sur le membre, le nouveau qui est maintenant global, je clique dessus à gauche, je fais clic droit, clic à gauche, clic droit et je dis générer la propriété. Elle est en écriture lecture et je lui rajoute qu'elle est aussi globale. Vous voyez ici, il va l'appeler nombre personnage sans le préfixe m underscore. Voilà, donc ici je remonte l'attribut privé, le membre privé global et la propriété qu'elle représente ici, elle est globale aussi. Maintenant, je vais aller voir mon code. Je n'ai plus besoin normalement de lui dire tu m'affiches l'encart RAL parce que je ne peux plus appeler cette propriété-là pour chaque objet. Il faut que je l'appelle pour tout le monde. Alors pour tout le monde, c'est quoi? C'est qu'on utilise le nom de la classe au lieu que ce soit le nom d'un objet. Donc j'enlève ça d'ici et j'en laisse qu'un dernier ici en bout, ici. Et là, j'utilise le nom de la classe. La classe, elle s'appelle personnage. Ici, vous voyez, nom personnage. Et ben, je teste maintenant de nouveau. Regardez, j'ai ici trois simplement, donc 3 objets. Donc, il n'a pas effacé à chaque fois un 1. Donc, un membre global, je peux mettre des valeurs dedans. Elle s'efface par la dernière affectation, dernière modification, mais c'est une variable globale au niveau de tous les objets de la classe. On ne peut pas utiliser cette variable pour autre chose que pour les personnages. Maintenant, ce que j'ai envie, c'est pas afficher le 3 tout seul. J'ai envie d'afficher 3 plus un message qui dit ce 3 il correspond à quoi. Alors pour ça, comme c'est un travail sur les personnages, il faut que je fasse une méthode qui sera appelée, parce que là je suis dans le code d'un développeur qui crée les objets. Et c'est pas bien que le développeur il rajoute lui-même un texte qui dit le nombre de personnages, etc. On aimerait bien que dans la classe, il y ait une méthode qui fait ça, donc un code spécial. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ici dans personnage, j'ai fait clic droit et j'ai fait une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, je l'ai appelée obtenir nombre de personnages.
ou en anglais, on aurait pu l'appeler get, un nombre personnage, des noms parlants. Et j'ai choisi ici global. Ici, global, pour que je puisse l'appeler, pas pour un objet donné, parce que si je mets pas global, il faut l'appeler pour Pac-Man parce qu'elle fait le travail que sur Pac-Man, ou l'appeler pour Fantôme Bleu parce qu'elle fait le travail que sur Fantôme Bleu, etc. Là, quand vous appelez une méthode globale dans une classe, c'est pour qu'elle puisse travailler pas sur un objet particulier, sur plusieurs ou sur l'ensemble des objets. Donc, je l'appelle global. Je ne fais pas ajouter parce que je l'ai déjà faite. Et cette méthode globale, elle est là. Donc, quand je regarde le code que m'a donné ici WinDev, il lui rajoute public, mais il rajoute surtout global. Donc, je ne peux pas l'appeler pour, je me répète, pour Pac-Man ou pour Fantôme Bleu. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai envie juste que le codeur qui utilise, qui crée des objets n'a pas à faire ça. Je lui envoie un texte plus le nombre de personnages. Je peux faire ça comme je peux lui dire ça, la propriété aussi. Voilà. Alors maintenant, le développeur, il va faire quoi? Le développeur, lui, il va pas s'embêter avec ici nombre de personnages. On va lui demander, je l'ai déjà fait. Il va pas accéder directement à la donnée. Il va appeler la méthode. Donc ici, vous voyez, je donne le nom de la classe. Si je donnais PCOF, BOFR, il voudra pas. Et j'appelle la méthode qui appartient à la classe avec des parenthèses parce qu'éventuellement, je peux avoir une méthode globale qui attend des paramètres. Alors, je teste cette fois-ci. Une dernière fois. J'appelle le conducteur et regardez, la méthode a été appelée parce que j'ai nombre de personnages de point 3. Donc, voilà l'utilisation à travers un exemple simple de un membre global et une méthode globale que vous aurez à faire dans vos futures classes. Maintenant, on va réviser un petit peu avant de se quitter. Je pose une première question si vous n'avez pas bien compris le chapitre numéro 2 ou vous ne l'avez pas vu. C'est quoi cette histoire de membres privés et de propriété? Je prends l'exemple qu'on était en train de faire. Donc, regardez à gauche, la classe, elle contient les déclarations de l'identifiant le nom d'un personnage avec M underscore. Et on a vu tout à l'heure comment on lui dit par clic droit générer la propriété. La propriété s'appelle ID, elle s'appelle nom. En réalité, je prends l'exemple de l'identifiant. Quand on crée une propriété sur un membre, ça crée deux codes que j'ai montré ici en rouge et ici avec ID en noir en grand. Deux codes. Un code qui permet de vérifier et de modifier l'attribut privé et un deuxième code qui s'appelle aussi ID, donc une code, mais qui lui, WinDev l'appelle, alors je me suis fait par copier-coller une erreur, là en bas à droite, là au milieu à droite, je bouge ma souris, c'est pas affectation, c'est récupération. Vous voulez m'excuser pour ça, le ID copier-coller, le deuxième là qui avec les flèches vertes, c'est récupération du membre. Alors qu'est-ce qu'il fait un développeur? Il commence par créer en bas le petit bonhomme, un objet qu'il appelle petit p à partir de la classe personnage. Quand le développeur il fait p.id égale, donc quand il fait égal 3, ça veut dire qu'il veut modifier le membre là-haut, MID privé. À ce moment-là, WinDev il appelle l'un des deux codes, le code qui s'appelle affectation du membre. Et ce code, vous pouvez, celui qui crée la classe, il peut faire tout un code pour dire est-ce qu'il accepte le 3 ou pas. Et s'il accepte le 3, il peut le mettre dans l'attribut privé, dans le membre privé. Donc ça, c'est dès qu'on met égal pour remplir le ID, on appelle ce code d'affectation. Mais plus loin dans le code du développeur, il fait petit v est une chaîne. Et maintenant, il veut récupérer dans cette variable chaîne le ID actuellement de l'objet P. Quand il fait v égale p.id, c'est pour récupérer, c'est pas pour modifier le ID. À ce moment-là, il appelle un deuxième code qui se trouve dans la classe qu'on appelle, contrairement à ce que vous voyez, récupération de l'ID. Et ce code, il peut donc aller chercher le 3 dans MID et le redonner au développeur. Donc là, une petite révision encore, différence entre membres et propriété. Et question numéro 2 pour réviser. Mais d'accord, mais j'ai toujours pas compris à quoi sert la programmation orientée-objet, quel est son intérêt. Eh ben, je vais vous prendre un exemple parmi des centaines d'exemples. Vous avez tous utilisé plus ou moins le traitement texte de Microsoft Word. Ben,
ce traitement texte qui est très complexe, qui est fait par toute une équipe d'ingénieurs Microsoft, elle a été fait par la programmation orientée objet. Et les classes qui sont utilisées, quand vous ouvrez Word, eh ben, en mémoire, il y a un objet qui s'appelle document. Et on vous donne une page vide. Donc, un document, il y a aussi, donc, un objet, des objets, un seul objet qui est créé à partir de la classe page. Donc, un document, ça contient plusieurs objets si vous demandez à créer la page 2, la page 3, etc. Dans une page, on lui dit qu'on crée des objets paragraphes. Comme ça, dans une page, quand vous faites Enter à chaque fois pour changer de ligne, vous créez des paragraphes différents. Donc, une page contient plusieurs paragraphes, mais ce sont des objets considérés comme des classes paragraphes. J'ai mis ça en français, mais normalement, les classes sont écrites en anglais. Et puis, un paragraphe, ça contient des objets mots. Donc, quand j'écris bonjour, comment allez-vous, etc. Bonjour est un mot, comment est un mot, allez-vous, etc. Et ça crée autant d'objets mots qu'il y a des mots dans le paragraphe. Et après, par exemple, je prends la classe mot quand j'écris un objet. Je peux me dire, par exemple, gras. Gras, ça va être une méthode et ça va, donc ça va mettre le mot en gras. Je peux avoir supprimé dans la classe mot et Word. Et à ce moment-là, le mot il va disparaître et ainsi de suite. Et vous avez aussi la même chose avec Microsoft Excel, avec plein de logiciels qui tous, quand ils sont très complexes, c'est beaucoup plus facile de découper l'application en objets, les objets des fois qui se tiennent les uns avec les autres. Et quand il y a un problème avec les mots qui se mettent pas en gras, ou un paragraphe qui saute, ou une page qui est mal dirigée, on ira simplement voir la classe qui est concernée. On ne cherchera pas au hasard dans tout le code de Word. On ira voir le problème soit dans la classe document, soit dans la classe page, etc., etc. On arrive à la fin de cette vidéo, mes amis. Si vous avez aimé, je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, faire connaître la chaîne YouTube. Et prochainement, chapitre numéro 4, je vais vous parler d'un concept très puissant, autant que l'encapsulation, l'héritage. À très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.